Et après la baisse agressive de ces taux par la Fed qu'on a largement commenté ici, c'est la Chine qui lui a emboîté le pas vendredi dernier. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Florest, économiste et présidente du cabinet RF Research. Quand la Banque centrale chinoise décide d'abaisser ses taux de 50 points de base, ses taux de réserve obligatoires, c'est vraiment en réaction à l'action de la Banque centrale américaine? C'est pas ce qu'ils nous disent. Ce qu'ils nous disent effectivement, c'est qu'ils déploient beaucoup de mesures pour soutenir leur activité, leur objectif de croissance du PIB, et c'était nécessaire, enfin c'est nécessaire de toute façon. Il y a le marché immobilier qui va très mal. Et le marché immobilier. Donc effectivement, mais quand on regarde un petit peu les évolutions globales, on peut difficilement effectivement considérer que la gestuelle ou enfin le changement de politique économique de la Fed ne soit pas sans effet. C'est quand même très révélateur. D'abord, ils ont annoncé moins d'une semaine après la Fed un plan énorme effectivement de mesures de soutien monétaire. Pourquoi? Pour soutenir leur activité, essayer de contrer la crise immobilière, et puis également dans un contexte où finalement les agissements de la Fed restent encore très dominants, que ce que nous promet la Fed promet quand même un déclin du dollar additionnel. Alors, très difficile de savoir jusqu'où peut baisser le dollar. On voit que pour l'instant, c'est plutôt maîtrisé. Oui, c'est plutôt maîtrisé, mais si on prend les prévisions de la Fed et ce qu'elle nous dit, on se dit le dollar va baisser, et ça fait partie du cadrage monétaire. Qui dit dollar qui baisse dit yuan ou renminbi qui augmente, c'est ça qui pose problème. Exactement, renminbi et yuan qui montent, avec les données quand même des entreprises chinoises qui sont très mauvaises, qui restent vraiment très faibles, l'activité que ce soit dans l'industrie qui est plutôt en train de ralentir à nouveau d'ailleurs, en Chine, oui. Alors, les services tenaient à peu près l'économie à flot. Là, les services sont en train également de pâtir de la situation générale. Et dans ce contexte-là, vous avez eu la publication de la semaine dernière qui n'a pas été beaucoup commentée peut-être, la baisse des profits des entreprises industrielles. Non. Moins 22% sur un an quand même. Non, ça fait mal. C'est le chiffre le plus bas alors depuis bien sûr la période Covid, mais sinon il faut remonter quand même beaucoup plus loin pour avoir de tels résultats. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, la Banque centrale chinoise et sans doute l'ensemble des autorités chinoises veillent au grain et font ce qu'il faut, essayent de faire ce qu'il faut pour empêcher une appréciation supplémentaire du yuan. Alors le yuan ne s'est pas envolé, mais 4% grosso modo d'appréciation par rapport au dollar sur un an, ça peut suffire dans un contexte d'anémie de l'activité, de déflation rampante pour notamment le secteur industriel. Ça peut suffire effectivement à faire beaucoup de dommages, et donc on prend les devants. Donc pour vous, on peut parler de... c'est un nouveau papier qui est sorti vendredi que je trouve hyper intéressant sur cette bataille monétaire qui commence. Mais on ne parle pas de guerre monétaire. Pour vous, c'est une bataille avec une Chine, on a compris, qui cherche à empêcher l'appréciation de sa devise. Pourquoi on ne parle pas de guerre monétaire? Alors, on n'est peut-être pas loin, mais pour l'instant, il n'y a pas... il y a des enjeux sous-jacents de taux de change. On n'est pas loin d'une guerre monétaire de toute façon, mais on est surtout, je crois, dans un contexte où les uns et les autres cherchent à préserver leur économie, à éviter effectivement des faillites en cascade ou de grosses faillites et de grosses pertes. Et puis n'oublions pas, il y a aussi cette bataille structurelle de puissance, les deux principales puissances mondiales entre les États-Unis et la Chine. Et effectivement, la Chine, après des déceptions quand même très très importantes ces derniers temps, a besoin, si elle veut essayer de maintenir cet objectif de rattraper le produit intérieur brut américain à horizon de plus en plus lointain quand même, mais c'est quand même encore dans leur corps, dans leurs objectifs. Elle a besoin effectivement de ne pas se laisser supplanter par les États-Unis. Alors il y a un autre aspect, et c'est pour ça qu'on est plutôt tenté de parler de bataille monétaire et pas de change pour l'instant, c'est la situation des marchés et des bourses chinoises qui était de plus en plus menaçante. La plupart des grands indices chinois butaient encore sur leur support technique, mais enfin de plus en plus difficilement. Et c'est vrai qu'un nouveau C'était une bouffée d'oxygène, ça, pour le coup. On a vu les indices locaux complètement repartir à la hausse. Voilà, mais un nouveau round de déflation, de perte, de baisse des profits, etc., aurait très bien pu propulser ces indices
indices sous ces zones de support et créer des tensions très importantes. Donc là, on est plutôt dans la guerre d'influence financière d'ailleurs, et je pense qu'on est voilà, c'est plutôt le terme que j'ai privilégié, effectivement, ce conflit monétaire. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est l'influence de la Réserve fédérale américaine qui est toujours extrêmement importante. Donne-le là. Voilà, la suprématie des États-Unis et du dollar et donc de la Banque centrale est encore très très présente. Le fait qu'il y a des effets, alors du côté des marchés, on ne voit que les aspects positifs, assouplissement monétaire, donc l'impulsion avec des indices. Et d'ailleurs, on l'a vu à la fois en Europe, aux États-Unis et aussi en Chine, les bourses locales ont vachement monté depuis la plus forte hausse depuis 2008, depuis fin 2008. L'annonce, la hausse qui corroborait l'annonce du vaste plan de relance à l'époque. On était sur 14% du PIB à l'époque. Sur la Chine. Oui. On est sur combien d'ailleurs? J'aurais dû vous poser la question. Ce plan de soutien qui est à la fois monétaire, budgétaire, 150 milliards d'euros. Alors on n'a pas toutes les clés. On est à 150 milliards d'euros, donc c'est moins de 1% du PIB. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Et puis dans un contexte qui est également celui du désendettement, d'une politique qui... et également d'une capacité de rattrapage de l'économie chinoise qui n'a rien à voir avec l'époque. À l'époque, le taux d'équipement en automobile d'un Chinois moyen, enfin de la population chinoise, était celui d'un pays sous-développé. Aujourd'hui, on est sur des critères qui sont déjà ceux plutôt des pays plutôt développés, donc ça veut dire que le potentiel d'accroissement est beaucoup plus faible, qu'il s'agisse de l'automobile, des biens d'équipement, des infrastructures, où on a d'ailleurs fait pas mal d'excédents dans un certain nombre de domaines. Donc la capacité de la Chine à tirer l'économie questionne encore, mais effectivement la réponse des marchés a été fantastique, notamment des marchés chinois, mais pas que, puisqu'on a vu en Europe aussi quand même des ricochets très très impressionnants. La Fed donne le là, la Banque centrale chinoise a réagi. La BCE a dégainé en premier avant l'été. Elle va se réunir encore, c'est la semaine prochaine, celle d'après, je ne sais plus. Oui, c'est mi-octobre. Oui, mi-octobre. Elle va oser ou pas. Elle est influencée par ce qui se passe là entre Fed... Je pense que toutes les banques centrales sont influencées, effectivement, que la BCE, par ailleurs, a Parce qu'on attend plutôt qu'elle fasse rien ou 25 points de base. Moi, il me semble qu'elle a, dans le contexte qu'on vient de décrire, qui n'est pas totalement anodin, avec la montée des interrogations sur les problématiques structurelles de la zone euro, que Mme Lagarde a quand même clairement évoqué, comme un point de vigilance et d'inquiétude, qui devrait plutôt jouer en faveur d'un assouplissement. Les récents résultats économiques assez déplorables, et en particulier en Allemagne, et enfin, la décrue de l'inflation, elle en avait parlé pendant sa conférence de presse en disant que septembre va être un mois de très forte baisse de l'inflation. Donc elle pourrait nous surprendre la BCE et oser un 50 points de base de baisse de taux mi-octobre Pour ma part, je serais plutôt surprise qu'elle ne fasse rien, parce qu'effectivement, on a tous les ingrédients pour qu'elle fasse un petit geste, un quart de point, autre quart de point. Oui, non, on n'est pas... là, pour le coup, oui, je serais surprise à l'opposé. Mais je pense qu'on garde une politique très, très graduelle, mais qu'aujourd'hui, il y a toutes les bonnes raisons pour que la BCE poursuive. Et le taux de change de l'euro, au sens large, culmine sur des plus hauts historiques. Oui, ce qui pose un souci, même si la BCE n'a pas d'objectif de change. À partir du moment, voilà, bien évidemment, mais à partir du moment où l'inquiétude inflationniste par contre, l'euro-dollar, on est à 1,12. L'euro par rapport à l'ensemble des devises, depuis le début de l'année, je ne me rends pas compte, vous me disiez a pris combien à peu près? En variation, vous me posez une colle, mais au niveau, on est au plus haut. Non, en variation, c'est pas grand-chose, mais par rapport à l'ensemble des devises, il y a plusieurs mesures. Donc la mesure au sens large qui englobe à peu près 40 devises, c'est vraiment très très large. On est sur des points hauts. Là, on est vraiment sur des points hauts historiques. Alors, effectivement, contre le dollar, on est beaucoup plus faible. Enfin, on est sur un point haut, mais un 12, c'est quand même pas mirobolant. On a connu bien pire. Il y a un 50 ou un 60 à même. Donc, voilà. Et le taux de change effectif qui englobe de 12, à peu près 12 devises, lui, n'est pas très loin en termes de niveau relatif par rapport au dollar. Donc, mais il y a quand même cette taux de change plus globale et donc des marges de manœuvre de la BCE qui sont là. On se dit que c'est tout bénef, on finit là-dessus, pour cette bataille monétaire qui n'est pas une guerre d'échange, cette bataille monétaire. Est-ce que c'est tout bénef pour les marchés boursiers? C'est la grande question. À court terme, indéniablement, les marchés achètent les baisses de taux et on comprend bien la
logique derrière. Ils achètent également la perspective d'une reprise de l'économie. Donc celle-là, c'est un peu moins sûr, mais s'il y a reprise de l'économie, le grand risque, en fait, c'est que les banques centrales, qu'il y ait un effet boule de neige, et que les banques centrales se courent les unes derrière les autres, au détriment de quoi? De la stabilité des taux de liquidité. Ce qu'on a vu ces derniers mois, c'est déjà des taux de liquidité globaux réaugmentés. C'est-à-dire quoi ça? C'est la masse de tous les instruments monétaires, les instruments de paiement, donc masse monétaire, on va dire, pour simplifier. Parce que l'argent est moins cher. Qui relative à quoi? Relative à ce dont on a besoin, c'est-à-dire l'évolution du produit intérieur brut nominal. Et ces ratios qui s'étaient envolés lors du Covid ont commencé à se normaliser, mais on reste sur des niveaux très élevés. Donc dès que vous avez des politiques... Donc bonne nouvelle ou pas? Donc bonne nouvelle ou pas pour les marchés boursiers? Pour les marchés boursiers, je pense qu'il ne faut pas en attendre beaucoup. Et pour notre part, nous sommes très prudents, avec le sentiment que la baisse des taux à terme est quasiment derrière nous, déjà. Et que ce qui pourrait nous menacer, c'est une remontée beaucoup plus rapide que prévu des taux à terme, des taux à partir de 5 à 10 ans, effectivement. Donc la baisse se ferait sur la partie courte de la courbe, donc sur les taux directeurs. Voilà. Et avec une remontée des taux longs, alors certains vous diront, c'est très bien, ça fait une pontification de la courbe. Oui, mais pour une pontification de la courbe, il faut une vraie reprise et il faudrait effectivement des marges de baisse des taux ou des perspectives effectivement de croissance qui ne sont pas tout à fait au rendez-vous aujourd'hui. Allez, merci beaucoup. Explication signée Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci Véronique. Merci David.